Tensions entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Regain de tensions entre les deux pays voisins. Recent rebel fighting in the Eastern Democratic Republic of Congo. Kigali a accusé Kinshasa d'avoir violé son espace aérien et... Si vous avez suivi les infos dernièrement, vous êtes sans doute au courant que la tension est en train de monter de plus en plus entre le Congo et le Rwanda. En fait, c'est plus qu'une simple querelle diplomatique. On assiste à une escalade d'événements qui a de fortes chances de se terminer par une guerre entre les deux pays. Il faut se préparer à faire la guerre au Rwanda. L'exigence faite au Rwanda de procéder au retrait immédiat de ses troupes sous couvert du groupe terroriste M23 du sol congolais. En janvier 2023, un avion de chasse congolais a carrément failli être abattu par les systèmes de défense aérienne du Rwanda. Et au moment où nous faisons cette vidéo, le gouvernement congolais est en train de déployer des milliers de militaires ici, le long de sa frontière avec le Rwanda, et procède à un vaste recrutement au sein de son armée. En gros, tout semble indiquer que le président congolais, Félix Tshisekedi, se prépare à un potentiel conflit contre son homologue rwandais, Paul Kagame, qu'il accuse d'être en train de soutenir la rébellion du M23, un groupe militaire qui fait des ravages dans l'est du pays depuis 2012, et plus intensément encore depuis l'été 2022, en causant le déplacement de près de 200 000 réfugiés congolais. Les tentatives de médiation entre les deux pays se multiplient, mais aucune ne donne de résultats concrets. Presque à chaque fois, le président congolais Félix Tshisekedi accentue ses accusations contre son homologue rwandais Paul Kagame, qui réplique en niant toute liaison avec le M23 et pointe même plutôt du doigt l'incapacité du Congo RDC à gérer ses propres problèmes. C'est clairement le genre de commentaire qui met complètement les Congolais en rogne et accentue davantage l'escalade diplomatique. Bref, tout ça pour dire que la possibilité d'aller vers une troisième guerre du Congo n'a jamais été aussi grande. Mais pour comprendre les causes profondes de cette tension et pourquoi une bonne partie des Congolais croient fermement à une implication rwandaise, il faut remonter 30 ans en arrière pour ressasser l'histoire des deux dernières guerres du Congo et comprendre comment le Rwanda et d'autres pays de la région ont finement utilisé les rébellions pour influencer la politique interne de la République démocratique du Congo. Ok, avant de parler des deux guerres du Congo et des influences des pays de la région sur cet immense pays, il faut d'abord qu'on revienne sur l'événement majeur qui a conduit à ces conflits, le génocide des Tutsis au Rwanda. Génocide au Rwanda. Génocide au Rwanda. On ne compte pas les cadavres qui s'amoncellent dans ce petit pays d'Afrique. Bon, je vais clairement pas entrer dans tous les détails du génocide, sinon on pourrait clairement passer des heures et des heures là-dessus, mais je vais tenter de vous expliquer de façon condensée ce qui a conduit à ce drame, sans doute le pire du XXe siècle. Alors, nous sommes au début des années 1990, et le Zaïre, ce grand pays de l'Afrique centrale que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de République démocratique du Congo, voit son voisin rwandais s'enliser dans une atroce guerre civile, où les Tutsis et les Hutus, deux ethnies rivales depuis maintenant près d'un siècle, s'entretuent jour et nuit. Et quand je dis deux ethnies rivales, c'est pas les petites rivalités qu'on connaît dans les autres pays de la région. Là, on parle d'une rivalité d'un tout autre niveau. Ils se sont affrontés à plusieurs reprises dans les années 1900, et presque à chaque fois, cela conduisait à des massacres. Mais les conflits de 1990 sont particuliers, car elles commencent avec l'arrivée au Rwanda de la rébellion du Front populaire rwandais, le FPR, qui en gros est majoritairement composé d'exilés Tutsis chassés du Rwanda par les Hutus lors des précédentes guerres civiles et qui veulent à présent revenir dans leur magnifique pays des 1000 collines. Plutôt compréhensible. Et le corps armé de cette rébellion était dirigé par cet homme, un certain Paul Kagame. Grosses lunettes sur le visage et plutôt maigre, très maigre, mais très bien entraîné militairement. Il est encore peu connu à l'époque, mais comme vous le savez sans doute, il va durablement impacter la région des Grands Lacs. Et les objectifs de cette rébellion étaient les suivants. Premièrement, l'arrêt des politiques de discrimination ethnique menées par le régime en place, celui de Juvenal Habyarimana, qui était en 1994 le président du Rwanda depuis maintenant plus de 15 ans, et mène une politique autoritaire clairement pro-Hutu pour réduire le nombre de Tutsis dans la sphère politique du pays. La deuxième revendication du FPR était le retour au Rwanda des exilés Tutsis des dernières guerres civiles. Et la troisième, une ouverture politique du pays vers le multipartisme, qui était complètement incompatible avec la constitution de l'époque.
Et pour pousser le président Habyarimana et son régime pro-Hutu à négocier, le FPR procède en 1990 à des attaques directes du nord du Rwanda depuis les frontières ougandaises. Mais le régime pro-Hutu ne se laisse pas faire et riposte à son tour, ce qui entraîne une nouvelle guerre civile malgré les nombreuses tentatives de médiation et conduit en 1994 à l'une des plus grandes tragédies humanitaires du XXe siècle, celle du génocide des Tutsis au Rwanda. Des bulldozers encore essaient de mettre en terre 1 million de morts dans un petit pays de 7,5 millions d'habitants. Pendant 3 mois non-stop, les extrémistes Hutus procèdent au massacre systématique des Tutsis du pays. On parle de plus de 800 000 Rwandais tués, en majorité des Tutsis, en seulement 3 mois, et la plupart à coups de machette. Pour vous donner une idée de l'ampleur des massacres, au début des tueries, on comptait plus de 10 000 morts par jour. 10 000, soit le double du nombre de victimes journaliers lors de la Première Guerre mondiale. Un véritable désastre. Donc pour mettre rapidement fin à ce massacre, ouvertement soutenu par le régime extrémiste Hutu en place, Paul Kagame et ses hommes du FPR lancent une offensive musclée. Moments later, heavy fighting broke out. Machine gun and mortar fire were exchanged between the warring parties. Ils parviennent à prendre le contrôle du pays en seulement 3 mois, ce qui fait fuir en moins d'un mois plus de 2 millions de Rwandais vers les pays voisins. C'était du jamais vu. Pour te donner une idée, 2 millions d'habitants, c'est l'équivalent de toute la population du Gabon aujourd'hui. Et à l'époque, cela représentait plus de 1/3 de la population rwandaise, principalement des Hutus et des membres de l'ancien régime, qui avaient peur que les nouveaux maîtres du pays, c'est-à-dire les Tutsis du FPR, tentent de se venger en les massacrant à leur tour. Et plus de la moitié de ces réfugiés se dirigent ici, vers le Grand Zaïre à côté, où ils forment autour des villes de Goma et Bukavu les plus grands camps de réfugiés du XXe siècle. Oui, les plus grands du XXe siècle. Des camps qui comptaient parfois jusqu'à 400 000 personnes. Je ne sais pas si vous arrivez à visualiser ce que représentent 400 000 personnes, mais pour vous donner une idée, à l'époque c'était l'équivalent de la population de toute la ville de Brazzaville. Et seulement 3 grandes villes zaïroises avaient une population de plus de 400 000 habitants. Et avoir des camps de réfugiés aussi immenses au Zaïre faisait vraiment chier cet homme. Mobutu Sese Seko, dictateur et président du Zaïre à l'époque. Pour lui, c'était là une tentative de Paul Kagame et ses amis du FPR de se débarrasser pour de bon des réfugiés Hutus installés dans l'est de son pays. Mais en réalité, vous verrez par la suite que c'était pas vraiment le cas. Mobutu accepte alors la formation d'un nouveau mouvement politique au sein des réfugiés Hutus, le RDR, qu'il reconnaît officiellement en 1995 après avoir reçu ses fondateurs dans l'une de ses résidences privées. Ce qui va marquer le début des tensions entre Mobutu et les nouveaux dirigeants du Rwanda, le président Pasteur Bizimungu et son vice-président Paul Kagame, et conduit à la première guerre du Congo. Ok, bon, avant d'entrer dans les détails du conflit, récapitulons rapidement les motivations des deux camps. On a d'un côté le président Mobutu du Zaïre, qui était ami avec l'ancien président rwandais pro-Hutu et qui soupçonne Paul Kagame et sa clique du FPR de vouloir se débarrasser pour de bon des réfugiés Hutus, dont l'arrivée massive dans son pays, il faut l'avouer, crée des tensions au sein de la population zaïroise. Et de l'autre côté, on a le nouveau régime rwandais, qui voit se former dans les camps de réfugiés un nouveau mouvement politique et des groupes armés constitués d'anciens extrémistes Hutus qui menacent de revenir de force au Rwanda et qui sont en plus soutenus par Mobutu. En gros, le FPR avait peur de voir se produire ce que eux-mêmes avaient fait quelques années plus tôt, en revenant de force de l'exil depuis l'Ouganda. Et ils n'avaient pas tort, car cela aurait pu conduire à une nouvelle guerre civile, et peut-être même à un nouveau génocide. Ce qui, et on peut le comprendre, était inacceptable pour les Rwandais. Et pour ne rien arranger encore, le régime de Mobutu ira jusqu'à donner un ultimatum aux Tutsis zaïrois, connus sous le nom des Banyamulenge, de quitter définitivement le Zaïre sous peine de faire face à des représailles. En gros, leur vie était officiellement menacée par le régime et ils devaient en plus donner toutes les terres en leur possession à l'État. C'était la goutte d'eau de trop pour Paul Kagame et son gouvernement. Et il le fait rapidement savoir lors d'un entretien où il dit, je cite, « Nous arrivons à un point où nous, Rwandais, nous aurons à faire quelque chose. Je ne sais pas encore exactement quoi, mais le Zaïre et Mobutu ne sont pas invincibles. » Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'était plutôt clair comme message. Quelques mois après ces propos, le gouvernement rwandais se concerte donc avec d'autres dirigeants de la région, notamment le président ougandais Yoweri Museveni, qui est encore président d'ailleurs, et le président angolais de l'époque, José Eduardo dos Santos, pour leur présenter leur plan pour supprimer les menaces aux frontières rwandaises
et littéralement renverser le dictateur Mobutu, qui était vu par les autres pays de la région comme, je cite, le symbole de la vieille Afrique néocoloniale et corrompue. Ce qui était plutôt fondé au vu des dépenses disproportionnées et des nombreuses résidences privées que s'était offert Mobutu au Congo et un peu partout en Europe. Kagame présente alors son plan aux autres dirigeants, plan qu'il divise en 3 étapes. Premièrement, il fallait semer la panique dans les camps de réfugiés pour disperser la foule et éloigner les quelques milliers d'extrémistes Hutus lourdement armés des centaines de milliers de réfugiés présumés innocents. Une fois identifiés et repoussés vers l'intérieur du Zaïre, ils seraient ensuite neutralisés par le Rwanda et ses alliés ougandais et angolais qui eux aussi avaient des rébellions à neutraliser à l'intérieur du Zaïre. Le reste des réfugiés considérés comme des innocents seraient alors rapatriés au Rwanda. Et 3, concentrez-vous, c'est la partie la plus intéressante. Les hommes du Rwanda et ses alliés continueraient vers Kinshasa, la capitale du Zaïre, pour renverser le vieux Mobutu condescendant et qui gênait tout le monde. Intéressant comme plan, dira le président ougandais, avant d'ajouter « Mais mec, tu sais bien qu'on peut pas se pointer comme une fleur au Zaïre et renverser le dirigeant de tout un pays. C'est pas un peu trop illégal comme méthode ?» Pas faux, lui répondit Paul Kagame. Et c'est justement pour ça qu'on va camoufler l'opération par une rébellion zaïroise. Il forme alors cette nouvelle rébellion, en rassemblant des opposants à Mobutu avec une partie des Banyamulenge illégalement menacés d'être expulsés du Zaïre. Et pour prendre la tête de cette rébellion en cours de formation, ils choisissent un certain Laurent Désiré Kabila, un ancien rebelle congolais qui avait complètement disparu des radars et qui s'était opposé à Mobutu pendant près de 30 ans. Kabila prend donc la tête de cette nouvelle rébellion qu'il nomme l'AFDL, pour l'Alliance des Forces Démocratiques pour la libération du Congo. Et pour accompagner Kabila et coordonner les actions du Rwanda et de ses alliés ougandais, Kagame avait désigné cet homme, James Kabarebe, un de ses plus proches compagnons d'armes. Et retenez bien son nom car il jouera un rôle très important dans la suite de l'histoire. Début octobre 1996, tout était donc en place et le plan est mis à exécution. Le Rwanda et ses alliés, qu'on va appeler les forces alliées pour faire court, commencent alors à attaquer les immenses camps de réfugiés positionnés autour des villes zaïroises de Uvira, Bukavu et Goma, dans les régions du sud et du nord Kivu. L'opération se passe comme prévu. Les camps sont dispersés et les extrémistes Hutus prennent la fuite aussitôt vers l'intérieur du Zaïre, où ils sont poursuivis par les forces alliées sous la coordination de James Kabarebe et camouflés par la rébellion de façade de Laurent Désiré Kabila. Et une fois les extrémistes Hutus neutralisés, en partie en tout cas, car en réalité la plupart iront se cacher dans les fins fonds du Zaïre, les forces alliées entament la 3e étape du plan, le renversement de Mobutu. Ils continuent alors leur parcours vers Kinshasa, la capitale du pays, sans presque aucune résistance de l'armée de Mobutu, qui était complètement désorganisée. Il manquait tellement d'organisation que la plupart prenaient littéralement la fuite dès qu'ils croisaient les forces alliées. Leur manque de formation était tel que Mobutu a dû faire appel à des mercenaires français et belges pour tenter d'arrêter l'avancée de ses ennemis. Bon, je sais, c'est pas drôle, mais ce qui me sidère, c'est que Mobutu a été au pouvoir pendant près de 30 ans. 3 décennies. Il s'est construit plein de palais luxueux un peu partout au Congo, mais il n'a même pas pris le soin de former une bonne armée pour défendre son peuple. Bref, revenons à notre histoire. L'utilisation des mercenaires était sans succès, car les forces alliées avançaient à grands pas et s'emparaient des grandes villes du pays les unes après les autres, jusqu'à la capitale Kinshasa, dont ils prennent le contrôle en mai 1997, 7 mois seulement après le début des hostilités. Mobutu, alors défait et sans armée, s'exile au Maroc et laisse la place à son opposant, Laurent Désiré Kabila, marquant ainsi la fin de la première guerre du Congo. Plutôt rapide comme guerre, il faut l'avouer. En plus, quand on tient compte du fait que le Rwanda est 80 fois plus petit que l'immense Zaïre, oui, t'as bien entendu, 80 fois plus petit, on se rend compte de la détermination et de l'efficacité de Paul Kagame et de son équipe. Quelques jours après l'exil de Mobutu, en mai 1997, Laurent Désiré Kabila s'autoproclame alors le nouveau président du pays et rebaptise le Zaïre en République démocratique du Congo, comme nous le connaissons aujourd'hui. Il organise ensuite une énorme cérémonie d'investiture dans le stade des Martyrs, le plus grand stade du pays, et invite ses bons amis et compagnons d'armes rwandais, ougandais et angolais qui l'ont aidé à prendre le pouvoir. Et tout le monde était content ce jour-là. Laurent Désiré Kabila le premier, car il prenait enfin la place qu'il convoitait depuis des décennies. Et ses nouveaux potes rwandais, ougandais et angolais, tous présents à la cérémonie, voyant en lui le partenaire qui pourra enfin les aider
à neutraliser les rébellions qui menaçaient leur pays et qui étaient dispersées un peu partout dans cet immense Zaïre. On pouvait enfin imaginer une paix durable dans cette région de l'Afrique, qui, je vous rappelle, était plongée dans des conflits depuis près de 10 ans. Et en plus, la bonne entente entre ces 4 présidents était idéale pour la croissance économique tant attendue de la région. Une coopération régionale, des projets de développement communs, la fin des guerres ethniques, autant de beaux projets évoqués ce jour-là. La nouvelle génération des dirigeants réunis autour de Kabila se jure de gouverner autrement. L'Afrique des Grands Lacs est prête à unir ses forces et ses richesses pour changer le destin de tout un continent. Yep, c'était le plan après l'arrivée de Kabila en 1997. La paix et la croissance économique de la région. Mais comme vous le savez sans doute, les choses ne se passent pas toujours comme prévu. Pire encore, dans ce cas précis, tout ira même plutôt dans le sens contraire. Car à peine 1 an après la prise de pouvoir de Kabila, les meilleurs potes deviennent vite des pires ennemis et déclenchent la seconde guerre du Congo, qui sera de loin la plus dévastatrice pour cette jeune république démocratique du Congo. Mais avant d'entrer dans les détails de ce conflit sanglant, laissez-moi d'abord vous expliquer comment nos 4 présidents sont passés de compagnons d'armes et super potes à pire ennemis en seulement 1 an. Tout commence le jour de la cérémonie d'investiture. Vous vous rappelez, celle dans le plus grand stade du pays. Oui, celle-là. Alors que les invités présents étaient tous contents et voyaient en Kabila un futur prospère pour le pays, le président ougandais Yoweri Museveni, debout sur la pelouse et face au gradin, remarquait un détail très inquiétant. Première chose qui m'a surpris, c'est que le stade n'était pas plein. J'étais vraiment très étonné. Vous savez, Kinshasa est une ville d'environ 7 millions d'habitants. Et ce stade contient environ 80 000 personnes. Eh bien, il était au tiers vide. Et il avait raison d'être inquiet, car dans une ville de plus de 7 millions d'habitants, le fait que Kabila n'ait pas été capable de remplir un stade de seulement 80 000 places lors de sa cérémonie d'investiture, soit à peine 1% de la population de la ville, était le signe flagrant qu'une bonne partie du pays ne supportait pas sa prise de pouvoir. Et pire encore, le jour même de sa cérémonie d'investiture, on commençait déjà à voir des manifestations contre Kabila et son autoproclamation en tant que président. Et une bonne partie de la population le considérait comme un pion du Rwanda et de l'Ouganda. Des accusations qu'il avait beaucoup de mal à contredire car il avait nommé comme chef d'état-major de son armée James Kabaré, le compagnon d'armes de Paul Kagame qui l'avait aidé à renverser Mobutu. Je t'avais dit qu'il allait être important dans la suite de l'histoire. Et ça ne fait que commencer. Donc pour redorer son blason et avoir la confiance de son peuple, Kabila commence petit à petit à mettre la préoccupation de ses alliés rwandais et ougandais en second plan. En mai 1998, il ira jusqu'à organiser une conférence régionale dont l'un des thèmes était, je cite, « la nécessité de mettre en place des procédures domestiques dans les pays de la région des Grands Lacs afin d'éviter que les conflits internes des uns ne débordent sur le territoire des autres. » Bon, en gros, le message derrière ce gros français était que le Congo RDC ne fera plus d'efforts pour arrêter les groupes armés qui tentent de déstabiliser l'Ouganda et le Rwanda. Vous vous rappelez, ces groupes armés qu'ils avaient essayé de neutraliser après la dispersion des camps de réfugiés? En fait, une bonne partie s'était simplement cachée dans les fins fonds du pays et menaçait à nouveau la sécurité de l'Ouganda et du Rwanda. Et pour les présidents de ces deux pays, voir Kabila, quelqu'un en qui ils avaient confiance et qu'ils avaient aidé dans sa lutte pour le pouvoir, leur dire qu'il ne va plus bouger le petit doigt pour les aider était clairement du manque de respect. Et ils lui font comprendre leur mécontentement de la manière la plus drôle et humiliante possible. Je vous raconte la petite histoire. Quelques jours avant la fameuse conférence de Kabila, où il voulait dire à ses voisins « chacun n'a qu'à gérer ses problèmes », Kabila demande à son ministre des Affaires étrangères, Bizima Karaha, de se rendre à Kigali pour jauger la température de son cher homologue rwandais qui n'avait toujours pas répondu à son invitation. Le ministre Karaha prend donc son vol pour Kigali, la capitale du Rwanda, comme demandé par son président. Mais la partie drôle, à son arrivée, il n'est accueilli par aucun membre du gouvernement rwandais. Personne, nada. Il se retrouve tout seul sur le tarmac de l'aéroport, ce qui n'arrive quasiment jamais lors des visites officielles entre États. Bon, ne comprenant rien à ce qui se passe, notre cher ministre se dit qu'ils doivent avoir oublié son heure d'arrivée. Après tout, c'est pas impossible. Il se rend donc à son hôtel de Kigali,
espérant qu'il sera bientôt reçu par un membre du gouvernement rwandais. Mais, ultime humiliation, au lieu d'une rencontre officielle, son homologue rwandais envoie plutôt un coursier lui délivrer une copie de son discours à lire lors de la conférence. Waouh! De tous les coups bas politiques que j'ai lus, je crois que celui-là fait partie des plus drôles. Bon, restons concentrés. Donc 2 mois après cette humiliation flagrante, Kabila retire immédiatement James Kabaré du poste de chef d'état-major de l'armée congolaise pour y mettre son propre beau-frère. 1 an seulement après l'arrivée de Kabila, il devenait clair pour tout le monde que la solidarité affichée par les 4 chefs d'État lors de la cérémonie d'investiture laissait maintenant place à une forte méfiance. Et tout le monde sentait le pire venir. La tension était telle qu'une petite étincelle seulement suffisait à déclencher un nouveau drame humanitaire. Et cette étincelle est lancée par Kabila le 24 juillet 1998, après une lettre publiée à son nouveau chef d'état-major dans laquelle il demandait le départ immédiat du Congo de tous les militaires rwandais qui avaient rejoint son armée après son combat contre Mobutu. Oui, je sais, vous allez me dire que c'est tout à fait compréhensible vu la tournure que prenaient les relations avec le Rwanda. Après tout, il a le droit de constituer son armée comme il le souhaite. Oui, je sais. Et vous avez raison. Mais le problème de cette lettre n'était pas la demande de retrait en tant que telle, mais la définition du mot rwandais par Kabila. Car en réalité, la lettre d'expulsion visait aussi les Tutsis congolais présents dans son armée. Autrement dit, Kabila profitait de cette montée des tensions avec le Rwanda pour se débarrasser de tout un groupe ethnique, celui des Tutsis, qui se retrouvait ainsi de nouveau persécutés partout au Congo. Et cela était inadmissible pour le Rwanda. Kabila commettait de ce fait la même erreur qui avait causé la chute de Mobutu 1 an plus tôt. Et cela déclenche aussitôt, le 2 août 1998, la deuxième guerre du Congo. Les débuts de cette deuxième guerre ressemblaient comme 2 gouttes d'eau à la première. Le Rwanda et l'Ouganda utilisaient la même méthode qu'avec Mobutu en attaquant l'est et le nord du Congo sous couvert de 2 nouvelles rébellions qu'ils avaient rapidement formées. La rébellion du MLC, pour Mouvement de Libération du Congo, était soutenue par l'Ouganda et celle du Rassemblement Démocratique du Congo, le RCD, était soutenue, elle, par le Rwanda. Et une fois de plus, les actions de cette rébellion rwandaise n'étaient coordonnées par nul autre que notre très cher James Kabaré. Mais les forces rwandaises ne pouvaient pas pénétrer le Congo comme ils l'avaient fait avec Mobutu. Ça aurait été trop simple. Il fallait changer de stratégie, sinon Kabila aurait trop facilement prédit leur avancée, vu qu'il était avec eux pendant le renversement de Mobutu. Et c'est là que James Kabaré montre toute son ingéniosité. Alors que tout le monde pensait que la rébellion n'était qu'à l'est du pays et qu'ils allaient leur prendre des mois et des mois à parcourir les 3000 km qui les séparaient de la capitale, Kinshasa, James Kabaré avait carrément détourné en cachette un avion de Congo Airlines, une compagnie aérienne congolaise, pour amener ses troupes directement à l'autre bout du pays, dans la ville de Kitona, à seulement 500 km de la capitale. C'était une manœuvre complètement imprévisible et en une demi-journée, la donne changea complètement pour Kabila. Il était pris en tenaille et devait maintenant repousser les forces rwandaises et ougandaises sur 2 fronts. Un à l'est du Congo où ses ennemis parviennent rapidement à prendre le contrôle de la moitié du pays et l'autre front à l'ouest à seulement quelques centaines de kilomètres de la capitale, mais il n'avait clairement pas les moyens pour le faire. Ce qui le poussa à faire appel à l'aide d'autres pays de la région, dont l'Angola, le Zimbabwe et la Namibie. En août 1998, ces derniers interviennent donc in extremis pour stopper l'avancée rapide des forces rwandaises et ougandaises et sauver Kabila d'un renversement qui était quasi certain. L'appui de ces nouveaux intervenants rééquilibre alors rapidement les rapports de force, mais ne parvient tout de même pas à stopper complètement la guerre, qui ne prendra fin qu'en 2002, après la signature de 2 accords de paix. Celui de Luanda entre le Congo RDC et l'Ouganda et celui de Pretoria entre le Congo RDC et le Rwanda, où le Rwanda s'engagea à retirer ses 20 000 soldats du Congo à l'unique condition que les extrémistes hutus génocidaires soient préalablement neutralisés. Waouh, quelle histoire! D'un conflit entre 3 pays frontaliers, l'Ouganda, le Rwanda et le Congo, cette deuxième guerre dégénère en un véritable conflit international, avec jusqu'à 8 pays impliqués. Certains le considèrent carrément comme la première guerre mondiale africaine. Mais le plus triste dans cette histoire est le nombre de victimes qu'a engendré les guerres. On parle de millions de morts, principalement des civils, qui se sont retrouvés pris en tenaille entre les 2 camps. Des milliers de familles qui, déjà appauvries et déconnectées de toute économie, se sont retrouvées pillées, abusées et violées, et qui n'avaient ainsi d'autre choix que de former leur propre guérilla pour se protéger. Ce qui, malheureusement, aura comme unique conséquence
la perpétuation des violences et des injustices dans l'est du Congo RDC jusqu'à nos jours. C'est donc principalement en se basant sur l'histoire de ces deux guerres qu'une bonne partie des Congolais croient fermement à une implication rwandaise dans la rébellion actuelle du M23. Mais même si cette implication est possible, et peut-être même probable, il faut tout de même avouer que la fragilité sécuritaire du Congo RDC, qui est propice à l'émergence des rébellions, est principalement la conséquence de plusieurs années de mauvaise gestion du pays sur le plan sécuritaire et l'absence d'une vraie justice congolaise capable d'inculper les pillards et les criminels de guerre qui errent encore dans la nature pour apporter une véritable paix dans le pays. Salut tout le monde, merci d'avoir regardé cette vidéo et j'espère qu'elle vous a aidé à mieux comprendre la crise actuelle entre le Rwanda et le Congo RDC. Ça fait maintenant plusieurs mois que nous travaillons dessus et c'est le premier épisode de notre série qui s'appelle Entre les lignes et qui a pour objectif de mettre en contexte les pires crises africaines du 20e et du 21e siècle. Donc si vous voulez par exemple mieux comprendre les crises ivoiriennes de 2002 ou encore la crise libyenne et sa répercussion en Afrique subsaharienne, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et activer la cloche de notification pour être alerté à chaque fois que nous publions de nouveaux contenus. Merci et à très bientôt.